Nous sommes le jeudi 25 février 2021 et vous écoutez le second épisode de la deuxième saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, nous allons nous intéresser au format RAW en photo. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Quelles sont ses évolutions et quand l'utiliser? Voici les questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec nos experts invités. C'est parti, deuxième épisode de la seconde saison du podcast. Je suis toujours avec Benjamin Favier, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo. Comment vas-tu, Benjamin, aujourd'hui? Salut Arthur, ravi d'être là et surtout de parler du format RAW. On parle de cette thématique depuis le début du magazine. Ça nous tient vraiment à cœur, c'est un sujet ultra important. Voilà qui est dit. Alors, je vais commencer évidemment par présenter les invités d'aujourd'hui et on démarre avec Volker Gilbert. Alors Volker, toi tu es un photographe professionnel, formateur et auteur. Tu es considéré comme l'un des plus grands spécialistes du format RAW en France et tu as signé de nombreux ouvrages best-sellers sur le sujet. Ton dernier livre paru chez Erol dédié au logiciel Affinity et traite évidemment des possibilités de développement RAW qu'il peut offrir. Bonjour à toi Volker et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Arthur. Je suis très ravi de faire partie de ce podcast, bien évidemment. Et bien sûr, voilà, je te remercie de m'avoir invité. Et pour t'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois dans Faut pas pousser les ISO, Jean-Marc Alexia. Alors toi, tu es auteur-photographe et tu travailles en parallèle depuis presque 8 ans pour la société française DxO qui édite, entre autres, le logiciel DxO Photolab. Aujourd'hui, tu occupes le poste de Vice President Product Strategy. Bonjour à toi Jean-Marc et merci d'être avec nous. Bonjour à tous, bonjour Arthur, merci pour l'invitation, ravi d'être là, ravi de participer à ce débat sur un sujet que nous avons à cœur chez DxO. Les présentations sont faites et on commence l'émission avec le Flash Actu. Cette semaine dans le Flash Actu, Sony lance une nouvelle caméra professionnelle hybride, Leica développe sa gamme optique SL avec un nouvel objectif et Nikon offre de nouvelles fonctionnalités à ses hybrides Z6 II et Z7 II. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Sony annonce une nouvelle caméra compacte à objectif interchangeable en gamme Cinema Line qui exploite la monture E. Il s'agit de la FX3. On retrouve un capteur 24-36 mm de 12 millions de pixels stabilisé, capable de produire des séquences jusqu'au 4K à 100 images par seconde. La caméra reprend les lignes compactes d'un hybride Sony de la série A6000, mais sans viseur électronique et avec une ergonomie vidéo professionnelle. On retrouve par exemple un large écran arrière tactile entièrement orientable, une protection contre les intempéries, une molette de réglage de zoom pour les optiques motorisées, de nombreux pas de vis pour fixer des accessoires et une poignée supérieure amovible avec entrée audio XLR. La Sony FX3 sera proposée en mars au prix de 4 700 €. Leica lance un nouvel objectif en monture L pour son système hybride 24-36 mm SL. Il s'agit d'une focale fixe grand angle de 28 mm offrant une ouverture maximale de f2. L'objectif exploite une formule optique ambitieuse avec 13 lentilles réparties en 10 groupes, incluant pas moins de 6 surfaces asphériques. On retrouve une double motorisation autofocus rapide, précise et silencieuse qui assure également le déplacement des lentilles pour la mise au point manuelle. Sa distance minimale de mise au point est de 24 cm, il mesure environ 10 cm de long et pèse 700 grammes. Le Leica Aposu Micron SL 28 mm f2 ASPH est proposé au prix de 4 600 €. Et enfin, Nikon propose une mise à jour de firmware gratuite pour ses hybrides 24-36 mm Z6 II et Z7 II. Au programme, on retrouve une amélioration des performances d'autofocus avec détection des yeux et des nouveautés au niveau des performances d'enregistrement vidéo. Le Z6 II se voit désormais capable d'enregistrer des vidéos en 4K UHD à 60 images par seconde et les deux boîtiers peuvent aussi fonctionner avec des enregistreurs externes Blackmagic Design et le format B-RAW. Le firmware 1.10 de Nikon est disponible depuis le 25 février.
Bon bah voilà pour l'actualité, on sent que le marché et que l'industrie commencent un peu à frémir à l'approche du CP+. Benjamin, est-ce que tu as repéré d'autres sujets intéressants cette semaine? Parmi les choses, oui, qu'on peut dire, c'est hélas pour les amoureux de Pentax, notamment le report de la sortie du K3 Mark III qu'on attendait pour le CP+, qui va se dérouler la semaine prochaine. Donc officiellement, Ricoh annonce un report pour des causes de développement sans donner plus de précision, sans donner de date. Donc voilà, les Pentaxistes vont être un peu déçus. On espère qu'il arrivera quand même bientôt. Et puis il y a d'autres choses aussi. Il y a un autre report. Ouais, avec, c'est ça. C'est un peu la semaine la semaine de la déception. Non, mais c'est un petit peu à l'image aussi de la situation sanitaire et de ce qu'on vit. C'est un espèce d'entre-deux avec un énième, j'ai envie de dire, report du Foveon 2436. Mais là-dessus, par contre, il y aura certainement un petit peu plus de précision à l'occasion du CP+, et je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir la semaine prochaine. Alors moi, j'ai noté d'autres choses aussi. Il semblerait que Nikon développe un capteur 1 pouce de 17 millions de pixels HDR capable d'aligner 1000 images par seconde. Bon, évidemment, j'imagine que c'est pas pour des applications photographiques, mais c'est quand même complètement dingue cette histoire-là. Toi, Jean-Marc, il y a des choses qui te parlent ou, par exemple, le capteur Foveon 2436, dont on parle beaucoup, qu'on attend, c'est aussi des défis, ça, pour des XO en termes de dématrissage ou... Alors, c'est effectivement des défis technologiques, puisque on a assis notre savoir-faire sur la débayerisation. Donc, tout capteur est exotique, et il y en a qui sont plus exotiques que d'autres, évidemment, nécessite un travail particulier. Évidemment, si vous connaissez déjà les produits des XO et si vous êtes amateur de Fuji X-Trans, vous êtes sans doute de ceux qui se plaignent qu'on vous ait laissé sur le bord de la route et qu'on ait laissé même Fuji sur le bord de la route. C'est pas du tout le cas. On travaille avec les GFX notamment. Dès lors qu'on est en bailleur, effectivement, on est très performant, mais ça veut pas dire qu'on s'intéresse pas du tout à tous les autres. Donc il y a des choses qui vont apparaître dans les mois qui viennent. Et pour revenir sur le Foveon, c'est vraiment le plus exotique des capteurs exotiques. Donc celui-là est un petit peu, peut-être trop loin. Il est peut-être un petit peu trop confidentiel, mais presque depuis toujours. C'est vraiment une approche particulière. Et donc pour l'instant, on le regarde encore de loin. On passe à la suite. Alors, je donne maintenant la parole à toi, Benjamin. Donc, cette semaine, tu vas nous raconter l'histoire d'un nouveau concept d'appareil photo et de caméra qui ne fera qu'un avec notre smartphone. C'est la story de Benjamin. Alice, un prénom intemporel qui ne cesse d'inspirer écrivains, musiciens, cinéastes. Lewis Carroll en a fait tout un roman, Scorsese l'a mis en tête d'affiche de l'un de ses longs métrages. Francky Vincent et Ibrahim Malouf l'ont, chacun dans leur style, porté au nu, en note zouk ou jazzy. Alice a même été l'égérie d'un fournisseur d'accès Internet dans les années 2000, à l'ère de la DSL. Plus récemment, de l'autre côté de la Manche, une bande de jeunes photographes et ingénieurs en informatique ont également succombé à la simplicité de ces 2 syllabes au moment de baptiser leur nouveau concept d'appareil photo. Alors qu'ils étaient en plein brainstorming pour définir son identité autour d'une pinte, l'une des convives lance comme une évidence « Alice Caméra ». Nettement plus cool que l'acronyme AI désignant l'intelligence artificielle, argument phare de cet appareil est décliné à toutes les sauces. Et puis, le clin d'œil à la suite des aventures d'Alice de l'autre côté du miroir est plutôt savoureux. En effet, point de miroir, l'Alice Caméra consiste en un bloc d'aluminium d'environ 375 grammes, dissimulant un capteur, un modèle au format 4/3 de 10 millions de pixels, vu sur le Lumix GH5S ou la Blackmagic Pocket, un processeur, dopé à l'IA donc, et une monture ouverte à tout le parc optique micro 4/3. L'idée, coupler la flexibilité, c'est-à-dire le fait de pouvoir changer d'optique, et la qualité d'image d'un vrai appareil photo à la panoplie ludique et connectée des smartphones via une application dédiée. Vishal Kumar et ses équipes ne sont en rien des pionniers. D'autres acteurs, et non des moindres, ont tenté de réunir le meilleur des deux mondes. On se souvient de DxO avec la One, ou bien Sony avec les QX10 et QX100. En vain. Mais
il faut croire qu'une vaste frange d'utilisateurs iOS et Android n'ont pas renoncé. La campagne de financement participatif menée tambour battant sur Indiegogo octroie à Alice le droit de vivre de nouvelles aventures. Ça fonctionne comment, du coup, ce concept? Et on a une idée du prix un peu déjà ou pas? Avant de mettre la main dessus, il faudra attendre l'été, puisque a priori le projet va aboutir. La campagne, ils ont recueilli suffisamment de fonds. Je crois que quelques 22 000 euros étaient demandés. Ils en ont récolté déjà plus de 115 000 à l'heure qu'il est. La campagne n'est pas terminée. Donc le projet va sortir. Le produit verra le jour à l'été, normalement. Il peut fonctionner seul de manière autonome, mais dans ce cas sans viseur. Mais il peut aussi être greffé à son smartphone. Pas de cordon, ça fonctionne en Wi-Fi. Et dans ce cas, on se sert du smartphone pour visualiser, pour cadrer, que ce soit en photo ou en vidéo, via une application dédiée du coup qu'on lancera sur le smartphone. Le prix? Et le prix qui s'annonce salé puisqu'il est de 747 euros. D'accord. 22 000 euros pour lancer un projet de cette envergure, ça me paraît un peu, c'est délirant. un peu délirant. On va demander à Jean-Marc qui, du coup, est bien positionné pour donner son avis là-dessus. Alors, effectivement, j'ai l'impression qu'il manque un facteur 1000 au niveau du crowdfunding. Non, alors évidemment, on a, nous aussi, de manière un peu d'ailleurs concomitante, comme diraient certains, avec le QX, lancé un produit qui s'est vendu à 35 000 exemplaires, qui s'appelle la DxO One, dont je suis l'un des artisans dans la définition et dans la gestion du produit. Qui avait cette même prétention, en tout cas cette même idée de lier l'énorme capacité fournie par le meilleur écran qu'on peut avoir dans sa poche, avec tout l'écosystème connecté que l'on peut avoir, et puis cette idée de mettre un plus gros capteur que celui qui est embarqué dans le smartphone. Alors aujourd'hui, ils en embarquent 5 ou 6. Donc ça devient de plus en plus compliqué. Ça veut dire que le plus gros capteur est censé être de plus en plus gros. Nous, on avait mis un capteur 1 inch. Eux, ils mettent du micro-capteur, donc qui est un format qui est 2 fois plus gros. Et ensuite, peut-être que quand les smartphones vont être en pur, un peu à la Light 16, équipés avec 8 optiques différentes, à ce moment-là, il faudra mettre du plein format ou de la PSC sur un élément qu'on accroche à l'extérieur ou qu'on connecte par Wi-Fi. Et donc, du coup, j'ai envie de leur souhaiter bonne chance. Non sans inquiétude, parce que c'est un travail compliqué que de s'implanter avec des concepts comme ça. En ingénierie, on dit souvent, alors pardon pour l'anglicisme, c'est ce qu'on appelle du piggybacking, c'est-à-dire qu'on va s'accrocher sur un produit dont on n'est pas maître. Et le problème de ça, c'est que les smartphones évoluent et votre produit peut être dévalué par l'évolution de votre meilleur compagnon d'après vous. Mais aucun smartphone n'a demandé à ce qu'on rajoute quelque chose à l'extérieur pour faire de bonnes photos. Toi, Volker, qui est quand même, je vais te qualifier de puriste, ne le prends pas mal, au contraire, ça peut être même plutôt un compliment. Comment tu accueilles une nouveauté comme celle-là? Est-ce que toi, tu crois en liphonographie ou en cet aspect modulaire, et est-ce que tu as testé la DxO One à l'époque? Oui, absolument. En fait, effectivement, j'ai testé la DxO One et je trouvais le concept effectivement très séduisant. En soi. Le DxO One, j'ai bien apprécié la qualité, justement, la qualité d'image en RAW et en mode, effectivement, super RAW, et la possibilité, justement, de développer les images dans un logiciel digne de ce nom. Et aussi, bien sûr, l'écran du smartphone, en fait, qui permet justement d'avoir un très très bon aperçu. Alors, c'est vrai qu'en soi, en fait, la DxO One, en tant qu'outil autonome, en fait, elle est pas vraiment facile à utiliser. Donc, effectivement, le problème se posera aussi avec ce nouveau dispositif Alice. Voilà, donc je suis un peu sceptique, en fait, au futur de la chose et à la longévité, parce qu'à un moment donné, effectivement, on aura l'obsolescence programmée qui sera effectivement enclenchée par un changement d'interface. Alors moi, je vais être un peu plus radical que vous. Je suis persuadé que ça va absolument pas marcher.
J'étais déjà pas convaincu à l'époque du concept QX et du concept DxO1. Pour moi, à partir du moment où on doit accrocher quelque chose à son smartphone, on a déjà perdu 99,9% des utilisateurs de smartphones. Donc c'est pas ça la solution pour réconcilier photographie de qualité avec utilisateurs de smartphone. Pour le coup, même si c'est évidemment pas du tout le même concept, je serais plus dans la mouvance de ce que Sony commence un petit peu à mettre en place avec son dernier, si je dis pas de bêtises, Xperia Z1 Pro, où Le finalement Pro, ouais. le smartphone devient un accessoire complémentaire d'un appareil photo et d'une caméra qui permet d'étendre les possibilités de ce dernier et non l'inverse. Je vous propose maintenant une petite respiration avant d'attaquer le débat principal de cette émission. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Vous aimez Faut pas pousser les ISO? Et si vous découvriez Le Monde de la Photo, le magazine? Disponible en kiosque sur tablette et ordinateur ou par abonnement, il est le parfait complément de votre podcast préféré. Tous les mois, retrouvez des actualités, des portfolios, des enquêtes, des reportages, des tests, des conseils pratiques et de prise de vue, des tutoriels pour retoucher vos images, pour devenir un photographe accompli. Infos et modalités d'abonnement disponibles sur lemondedelaPhoto.com. Nous sommes de retour sur Faut pas pousser les ISO avec Volker Gilbert et Jean-Marc Alexia de DxO. Cette semaine, on s'intéresse au format RAW en photo et on va essayer de percer tous ses secrets. Alors pour commencer, on va essayer de répondre à la question suivante. Finalement, qu'est-ce que c'est le format RAW? Et là, j'ai envie de te donner la parole, Volker. J'ai envie que tu prennes ta casquette de formateur pour nous faire un rapide cours sur qu'est-ce que c'est le format RAW. Donc, qu'est-ce que c'est le RAW? En fait, on a, comme vous avez déjà tous vu, en fait, votre appareil photo propose diverses possibilités d'enregistrement de l'image numérique. Il y a d'une part, effectivement, le format JPEG. Donc, ça, c'est le format tout venu qu'on peut exploiter, en fait, directement à partir de l'appareil photo et les utiliser, en fait, dans les réseaux sociaux, etc., etc. Et vous avez aussi ce qu'on appelle le format RAW. Format RAW, ça veut dire brut, en fait. Donc, c'est brut de coffrage. C'est un format qui est relativement pur, qui n'a subi que très, très peu de modifications dans l'appareil photo, à la différence du format JPEG, en fait, qui est vraiment une image finalisée, en fait, qu'on exploite telle qu'elle. Pour effectivement savoir ce que c'est le format RAW, il faudrait déjà qu'on plonge un peu en fait dans l'architecture des capteurs et là on voit que finalement en fait le capteur, l'imageur en fait il a la mission en fait d'acquérir et de convertir en fait un signal électromagnétique en signal électrique. Et pour ce faire, effectivement, on a aussi un convertisseur analogique numérique et ensuite un petit processeur qui va traiter l'image pour la sortir effectivement sous un format JPEG. Et Volker, pardon de t'interrompre, on parle souvent de négatif numérique pour vulgariser un petit peu. Est-ce que finalement on peut dire ça au grand public? Est-ce qu'on peut dire que le format RAW c'est quelque part un négatif des temps modernes? Oui, effectivement, on pourra le considérer comme négatif numérique, en fait, un peu comme le négatif à l'époque argentique. En fait, c'est un fichier qui n'est pas finalisé, qui a effectivement énormément de potentiel encore pour le traitement, dont les informations de couleur ne sont pas encore fixées, donc on peut effectivement intervenir et en changer quasiment tous les paramètres, notamment la balance de blanc, les couleurs, etc. Donc, effectivement, le mot négatif numérique est bien choisi. Alors, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas un seul RAW, mais bien plusieurs RAW différents. Oui, c'est bien la problématique en fait. Ça sera effectivement trop simple si on avait un seul format, parce que là, à ce moment-là, on pourra vraiment procéder à une standardisation. Alors là, malheureusement, ce n'est pas le cas. En fait, chaque marque et après chaque appareil photo utilise en fait un format brut qui est vraiment propriétaire, qui est vraiment distinct des autres, et ça complique un peu la gestion justement pour ce qui est du post-traitement et du stockage.
Ça apparaît souvent dans les extensions de fichiers, que ce soit CR2, que ce soit RW2, voilà, c'est ce qu'on appelle les RAW propriétaires. Il y a peut-être juste un petit terme de lexique à repréciser, parce que tout à l'heure, Jean-Marc, tu as parlé de Bayer, de débayerisation. Est-ce qu'on peut faire un petit point très rapide sur ce qu'est une matrice de Bayer, ce qu'est un capteur Foveon, ce qu'est un capteur X-Trans? Voilà, c'est quand même des capteurs qu'on est amené à croiser sur le marché, sans trop perdre nos auditeurs. Est-ce qu'on peut rapidement dire quelque chose là-dessus? La physique fait qu'il est très compliqué de faire en sorte que sur chacun des pixels de vos dizaines de millions de pixels que vous avez dans vos appareils, d'avoir les 3 composantes colorées, rouge, vert et bleu, qui permettent de reconstituer la lumière dite blanche, c'est-à-dire multispectrale. Et donc pour pallier cette difficulté, il y a eu une idée d'un dénommé Bayer qui a consisté à dire le spectre visible étant majoritairement centré sur le jaune-vert, et on voit un peu moins le bleu, un peu moins le rouge, et bien sur une matrice, une toute petite matrice de 2 pixels par 2 pixels, je vais mettre 2 fois plus de sensibilité au vert qu'au rouge et au bleu. Donc, sur ces 4 pixels, 2 par 2, ça fait 4 pixels, je vais allouer 2 pixels au vert en mettant des petits filtres verts et 1 pixel au rouge, 1 pixel au bleu. Et sur mes dizaines de millions de pixels, dans mon capteur, je vais reproduire ce petit pattern de 4 pixels par 4 avec toujours ce petit schéma. Et ça, c'est ce qu'on appelle la matrice de Bayer. Et évidemment, si on veut reconstituer Qui toutes équipe les la composantes, majorité des capteurs à l'heure actuelle. exactement, Une grande majorité. l'immense majorité, on va dire 99,7%, quelque chose comme ça, des capteurs sont des Bayer. Et donc, pour reconstituer l'information de toutes les composantes R, V, B dans chacun des pixels, on va faire une interpolation avec le pixel voisin. Ça veut dire que si le pixel voisin a très peu de vert alors qu'il a un filtre vert, ça veut dire qu'en fait, il capte sans doute du rouge ou du bleu. Et de proche en proche, c'est ça qu'on va appeler l'algorithme de débayerisation ou dérotiseur, comme on dit, ou reconverteur en anglais, ouais. ou dématriceur. Tous ces termes-là définissent le fait qu'on ait un algorithme mathématique qui va lire les valeurs de chacun de ces pixels et ensuite interpréter, quelque part inventer, une composante qui n'y est pas, parce qu'en fait, on a la composante du voisin. Et plus votre algorithme est sophistiqué, plus vous allez être fidèle à la réalité, en dépit du fait que les pixels avaient des microfiltres. Ça, c'est pour Bayer. Foveon, c'est une autre technologie qui est très, très, très chiadée, puisqu'elle est basée sur la pénétration à l'intérieur d'un matériau d'une longueur d'onde. Et donc, on va empiler, pour un seul pixel, on va empiler 3 capteurs à la queue leu-leu, et plus la longueur d'onde est élevée, plus elle va pénétrer, donc elle va transpercer le premier capteur qui va être la composante verte par exemple, et ensuite atteindre le rouge, et ensuite atteindre le bleu, et ainsi de suite. Et donc par pixel, là cette fois-ci, on a bel et bien l'empilement. Seulement, la particularité, c'est qu'il est très compliqué d'obtenir de très hautes résolutions en Foveon, puisque c'est comme si vous aviez 3 capteurs empilés l'un sur l'autre. Donc imaginez que vous avez je sais pas, un Alpha 7 de dernière génération à 60 millions de pixels. S'il avait un capteur Foveon, ce serait un équivalent de 180 millions de pixels. Et donc le prix serait sans doute pas loin de triple aussi. Donc ça, c'est le Foveon. Et puis enfin, X-Trans, c'est une interprétation de Fujifilm, qui Le Foveon, pardon, on l'a pas dit, mais le Foveon est une technologie propre à Sigma. Tout à fait, oui, pardon, Ouais. j'ai fait comme si tout le monde le savait, pardon. Et donc, X-Trans, c'est une technologie propre à Fuji, cette fois-ci, qui consiste à dire, bon, bah, Bayer, c'est très bien, mais il y a des problématiques liées à ce pattern, et notamment en bord de cadre, etc. Donc, c'est difficile d'interpoler quand on n'a rien pour prendre comme référence. Et donc, à la place d'avoir ce pattern qui est reproduit de proche en proche, ils ont basé leur pattern sur une symétrie. Mais ils replient, ils ont une symétrie de proche en proche. Et ce qui fait que le dématrissage des X-Trans est beaucoup plus compliqué pour la plupart des éditeurs de logiciels. Et c'est pour ça qu'on a une inertie dans le traitement des X-Trans.
Ok, donc si je comprends bien, une image RAW, c'est l'image brute telle qu'elle a été enregistrée par le capteur et donc en niveau de gris. Pour pouvoir l'exploiter, il va falloir la manipuler avec un logiciel qu'on appelle un logiciel de développement. Et l'intérêt de ce format, c'est qu'on a une amplitude de réglage beaucoup plus importante qu'avec un fichier déjà RVB JPEG. Volker, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce processus de développement? Quel logiciel existe et qu'est-ce qu'on peut faire avec un fichier RAW à cette étape-là? Alors, en termes de logiciels, en fait, il y a bien sûr toujours des logiciels propriétaires. Donc, c'est le logiciel que propose en fait le fabricant de l'appareil photo. Il y a notamment Canon DPP ou alors chez Nikon, il y a la série des captures, que ce soit NXD ou etc. Et chez Sony également, on a des logiciels qui sont de manière générale un peu moins sophistiqués que les logiciels en fait qui sont proposés par des éditeurs tiers. Ensuite, on passe effectivement à des logiciels tels que DxO, en fait, Photolab, ou alors les logiciels de chez Adobe, ou chez Phase One, ou alors chez Iridiant, en fait, juste pour nommer un exemple, qui sont un peu plus sophistiqués en fait que les logiciels du fabricant, mais qui proposent en fait un rendu qui n'est pas tout à fait fidèle en fait à ce qu'on a obtenu en fait au départ en utilisant le format JPEG. Donc effectivement, on peut avoir une petite différence en termes de rendu, notamment en termes de couleur, de contraste, etc., de tonalité, par rapport à ce qu'on a obtenu en JPEG. Et de manière concrète, Volker, quand tu prends ton appareil photo, par exemple, quelqu'un va prendre son appareil et va configurer les menus. Si on va dans les paramètres du RAW, parfois on a le choix entre 12, 14 bits. Qu'est-ce que tu vas prôner? Ou sRVB, RVB, mais bon, ça c'est encore autre chose. Qu'est-ce que tu vas prôner comme réglage et à quoi ça va servir finalement de développer des RAW et de privilégier des RAW par rapport au JPEG en termes de correction? Alors, moi, effectivement, mon approche est relativement puriste. Donc, c'est-à-dire, si je choisis le RAW, en fait, je vais choisir en conséquence toujours le réglage, en fait, qui me permet d'avoir la meilleure qualité et surtout les meilleures possibilités ensuite dans le traitement. Donc, je choisirais, si l'appareil le propose, effectivement, plutôt le 14 que le 12 bits. Parce qu'on va effectivement avoir beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de nuances dans chaque couche. Donc, on peut avoir une meilleure différenciation des tonalités et des couleurs. Je vais également choisir, si l'appareil le propose, effectivement un format non compressé. Parce que le compressé, au moins en théorie, en fait, il réduit aussi la densité d'information, la qualité d'information. Et ensuite, je vais opter, en fait, notamment pour le format RAW, pour l'espace couleur, en fait, Adobe RGB, parce que c'est lui qui m'offre effectivement davantage d'informations, notamment dans les verts et dans les bleus. Donc ça c'est principalement en fait les réglages que je choisirais en RAW. Bien sûr en JPEG on aura effectivement accès à beaucoup plus de réglages encore et surtout ça va nous déranger un peu, ça va nous divertir du sujet puisqu'on aura effectivement des décisions à faire avant de commencer la prise de vue. Alors, ce qui est intéressant avec le format RAW, c'est qu'il apporte une plus grande souplesse, comme tu le sous-entendais, Volker, au moment de la prise de vue, puisque à l'étape du développement du fichier, donc du dématrissage couleur, on peut par exemple modifier à la volée, sans aucune perte de qualité, la balance des blancs. On exploite entre guillemets, toute la dynamique du capteur. Donc, si jamais on fait une petite erreur d'exposition à la prise de vue, on va pouvoir venir récupérer une partie des détails dans les hautes lumières, mais surtout dans les basses lumières. On va pouvoir appliquer des corrections très avancées sur le bruit numérique, tout ce genre de choses. Donc, pour ça, c'est assez intéressant. Mais attention, le format RAW, ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Déjà, les poids de fichiers sont très élevés, surtout si on les enregistre, comme tu le disais, Volker, en 14 bits. C'est un format qui est propriétaire. Et puis, ça sous-entend un flux de production qui est un petit peu plus long, un petit peu plus complexe, puisqu'on doit passer par cette étape de développement. Alors,
Jean-Marc, le format RAW, ça existe depuis, depuis l'arrivée du numérique en photographie. J'ai la sensation beaucoup évoluer au fil du temps. On a vu par exemple apparaître des formats RAW compressés. Alors moi, ça me paraît un peu bizarre, c'est un peu contradictoire de se dire on va faire du RAW compressé. On voit de plus en plus les constructeurs qui exploitent des profils de correction optique directement dans leur boîtier. Alors ils sont présents dans le RAW, mais est-ce qu'ils sont en dur? Est-ce que c'est de la métadonnée? Voilà, quelles sont selon toi les grandes évolutions qu'on a pu voir arriver sur ce type de format en photo? Alors, c'est pas que selon moi. En fait, le principe des évolutions actuelles, et notamment l'inclusion de corrections optiques et cetera, faut bien comprendre qu'à l'échelle du capteur, à l'échelle du boîtier, c'est pas quelque chose qu'on va injecter dans le RAW. Le RAW reste du RAW, puisqu'il y a ce fameux dilemme. À partir du moment où on modifie le RAW, peut-être qu'on peut en faire un DNG, hein. Peut-être qu'on peut en faire un HEIF avec des données, des métadonnées associées, du son, puisque etc. tu en parles, etc. pardon Jean-Marc, tu peux nous dire ce que c'est l'HEIF? On le voit arriver dans des smartphones, on le voit arriver dans les appareils dernière génération. Oui, alors l'HEIF, c'est effectivement un plus que du JPEG, un mieux que du TIFF, et c'est pas vraiment un RAW. Donc c'est effectivement, c'est une exploitation du fichier image. Donc c'est issu d'un consortium. C'est pas du tout un truc Apple, hein, comme les gens avaient tendance à le dire. Apple y a eu recours depuis 2017. Vous voyez que ça fait déjà quelques années, et ça s'est pas non plus complètement démocratisé, popularisé. Donc c'est un format de fichier qui va permettre d'encapsuler tout ce dont l'image maker moderne, la personne qui fait de l'image aujourd'hui, a besoin. Ça veut dire que quand on prend une photo, on le sait tous, parfois l'information, elle était juste avant le fait qu'on déclenche. Ou bien elle était juste après le moment où on a relâché le déclencheur. Ou bien il y avait du son. Ou bien il y avait une notion de rafale. Une rafale qui peut être très, 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 très rapide aujourd'hui. Donc toutes ces notions-là font que l'ancien paradigme de l'image qui était l'image à usage direct, qui était le JPEG, est devenu quelque part obsolète. Et donc, il a fallu être capable de lui rajouter des éléments contextuels. C'était quoi le contexte en métadonnées? C'était quoi le avant-après? Est-ce que je peux faire une micro-vidéo? Et donc, tout ce que vous voyez dans des animés, même Nikon à l'époque avait produit son propre format de micro-vidéo autour du déclenchement, tout ça, ce sont des choses que l'on peut mettre dans du HEIF, qui a aussi une bien meilleure compression qu'à le JPEG. Donc on a en fait l'étendue d'un TIFF, alors que le TIFF est massivement lourd, et la flexibilité d'un JPEG avec les éléments contextuels. C'est ça le HEIF. Et ça, on peut l'ouvrir avec n'importe quoi, le HEIF? C'est-à-dire que tu le choisis, l'HEIF, tu as le choix. En gros, tu as le choix entre JPEG et HEIF, tu prends l'HEIF. Non, pas encore, mais ça devrait pas tarder. Et le JPEG reste encore le plus populaire, évidemment. Alors côté boîtier du coup, Jean-Marc, les évolutions du format RAW. Donc l'évolution du format RAW. Donc les corrections optiques dont on entend parler, qui sont inclus dans les boîtiers, sont évidemment des choses qui sont produites à travers le JPEG quand vous shootez en RAW plus JPEG depuis votre boîtier. Le JPEG va intégrer les corrections dites constructeurs. En dur, du coup. En dur. Voilà, elles sont flashées dans le fichier. Le RAW va comporter des métadonnées qui sont réexploitables par des logiciels tiers, comme vous nous qualifiez. Et nous, en fait, on va faire encore mieux que ça, notamment chez DxO, c'est qu'on a nos 15 ans d'études de toutes les combinaisons boîtier optique, donc on a des informations finalement supérieures à celles que veut bien nous donner le fabricant. Pourquoi je reviens là-dessus? Parce qu'on a des cas de figure très flagrants, où lorsque vous avez les corrections optiques qui sont fournies in-house dans le boîtier par le fabricant, en fait, par exemple, pour une correction de distorsion, ils vont faire un crop. Si vous utilisez un Leica Q2 et que vous utilisez le JPEG avec correction optique intégrée, vous perdez 10% de la résolution. Est-ce que vous allez voir votre fabricant Leica en lui disant « Je voudrais bien payer 10% de moins parce que je n'ai pas tous les pixels prévus ». Dans ce cas-là. Voilà un petit peu les problématiques autour de on va inclure des traitements en interne et on va vous les fournir. Je reviens sur le RAW. Sur le RAW,
ce qu'on va pouvoir avoir comme vraie information utile, c'est le point noir, ce qu'on appelle les QOBS, c'est-à-dire le moment, c'est quoi le niveau de bruit lorsque le capteur ne capte rien. C'est le bruit électronique résident. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant pour une exploitation subsidiaire à travers un logiciel tiers, et même le logiciel constructeur d'ailleurs. Donc voilà le type d'information qu'on va avoir autour du RAW, et je ne dirais pas dans le RAW. Et du coup, côté software, il y a aussi beaucoup d'évolutions qui ont eu lieu ces dernières années, et notamment très récemment avec l'apparition de ce concept un peu nébuleux qui est l'intelligence artificielle et le deep learning. Alors sur DxO Photolab 4, si je dis pas de bêtises, vous avez introduit la fonction Deep Prime qui intervient au moment du dématrissage couleur et notamment sur la réduction du bruit. Je vous propose qu'on écoute Laurent Katz, qui est journaliste spécialisé indépendant et collaborateur historique du magazine Le Monde de la Photo. Il a testé cette fonctionnalité Deep Prime et partage avec nous ses impressions. On l'écoute. Quand on lance pour la première fois Deep Prime, qui est intégré dans DxO Photolab 4, il y a une espèce d'effet waouh qui arrive, parce que tous les défauts que l'on voyait dans les réducteurs de bruit disparaissent brusquement. Alors, ça ne veut pas dire que c'est parfait, parce qu'en poussant le bouchon très très loin avec des images très très difficiles, on arrive toujours à trouver des petites choses qui ne vont pas. Mais l'écart avec ce qui se fait jusqu'à présent, y compris dans DxO avec la technologie Prime, est assez impressionnant. Déjà, ce qui saute aux yeux, c'est le nombre de détails qui apparaissent, comme si on avait changé d'objectif. Autre point, c'est le niveau du contraste. Les noirs restent bien noirs, le contraste est très élevé, et c'est un peu comme si on avait appliqué une courbe en S pour booster l'image. Deep Prime, il faut le préciser, ne travaille qu'à partir des fichiers RAW. Le JPEG et le TIFF, il ne connaît pas. Donc, il a une profondeur de couleur de 12 ou 14 bits qui lui permet d'aller vraiment rechercher des détails. Et l'intelligence artificielle lui a permis d'avoir un algorithme qui se montre vraiment spectaculaire. On a des photos qu'on jugeait jusqu'à présent totalement inexploitables ou alors exploitables en petite taille sur un écran de téléphone, sur un écran d'ordinateur. Et là, on récupère des informations à la fois dans les hautes et dans les basses lumières. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que la saturation des couleurs, l'exactitude des couleurs semble préservée. Jean-Marc, est-ce que tu peux peut-être nous dire un mot sur Deep Prime, du coup, que tu dois particulièrement bien connaître, et en quoi est-ce que vraiment il y a des... Bon, nous on l'a constaté, hein, donc Laurent a fait le test dans le magazine, et moi j'ai pu aussi m'en apercevoir en utilisant le logiciel. En quoi est-ce que vous avez pu évoluer, sur quoi vous avez pu travailler pour aboutir à de tels résultats, pour dématricer des images de 50 milliers de pixels, voilà, qui deviennent tout à fait exploitables? Alors, je vais utiliser quelques analogies. Le principe, donc vous le savez, si vous ne le savez pas, je vais le répéter brièvement. DxO, c'est une entreprise française qui a une quinzaine d'années, un petit peu plus. Et il y a 15 ans, on a inventé, on a été les premiers, on a déposé des brevets là-dessus, les corrections optiques. Quelques années plus tard, on a commencé à s'intéresser au RAW. Et en particulier, imaginez bien qu'il y a une douzaine d'années, les RAW étaient vraiment, vraiment pas beaux. Les capteurs fournissaient énormément de bruit avec les images. Et donc, on a commencé à s'intéresser vraiment à la qualité d'image. C'est notre credo, c'est la qualité d'image avant tout. Et donc, il y a 15 ans, nous avons commencé à enregistrer le comportement des capteurs associés à des optiques. Donc, on a cette base de données gigantissime de milliards de points de données, des data points. Smartphone compris, hein, d'ailleurs. Smartphone compris, tout à fait, que l'on avait comme le meilleur stock d'informations sans vraiment réaliser qu'on allait pouvoir l'exploiter en deep learning. Hein. Donc, le meilleur stock d'informations pour un apprentissage de correction en 2020. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'on s'est dit, si on est capable puisqu'on sait ce que l'image parfaite devrait être, si on est capable de mesurer ce que l'image ce qu'elle est fournie par le boîtier dans son fichier RAW,
alors on va être capable d'apprendre à un réseau de neurones en deep learning toute cette différence entre ce qu'aurait dû être l'image parfaite et ce qu'elle est. Ça veut dire que quel que soit ce qu'on nous présente désormais, puisqu'on sait ce que devrait être l'image parfaite, on a fait ça en laboratoire grâce à 15 ans d'études, on a cette faculté de reconstituer à partir d'une information imparfaite ce qu'elle aurait dû être parfaitement. Et c'est pour ça qu'une image, prenez une image bruitée, comme on sait la façon dont va être bruitée l'image sur tel boîtier par rapport à une image parfaite, eh bien, notre réseau de neurones a appris toutes les transformations possibles, point par point, sur des milliards de données, et c'est comme ça qu'il est capable de restituer la meilleure image qui soit. Donc ça s'appelle du deep learning parce que c'est pas du tout quelque chose basé sur vos images. C'est pas parce que vous utilisez des images et que vous allez dire cette image était bonne, cette image était pas bonne, que le réseau de neurones, plus ou moins connecté au cloud, est en train de constituer son savoir-faire, ce qu'on appelle le machine learning. Le deep learning, c'est plus du tout, c'est du mass learning. Et vraiment, on va utiliser une multitude de données et on va gaver vraiment notre réseau de neurones. Et lui, il va devenir très, 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 très performant. C'est ce qu'on a fait pendant 2 ans avant de sortir l'interprétation qui s'appelle Deep Prime au sein de Photolab 4. C'est la première fois qu'on a à la fois cette capacité à traiter le dématrissage, donc tous les effets d'aliasing, de moiré, etc. Ça, ce sont des problèmes de dématrissage, et également le bruit. Et la particularité de Deep Prime, c'est qu'on fait les deux simultanément. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez d'une part le dématrissage, en utilisant Canon DPP, etc. Et ensuite, lorsque vous allez dans un autre logiciel tiers, vous allez traiter le bruit. Mais le problème, c'est que le bruit, il était au départ. Donc, vous avez dématrissé du bruit. Et vous essayez de le corriger ensuite. La particularité de Deep Prime, c'est qu'on fait les deux simultanément. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais les constructeurs de smartphones s'intéressent aussi beaucoup au format RAW, et en particulier Apple, qui a lancé il y a quelque temps un nouveau format d'image qu'ils appellent le Apple Pro RAW, qu'on peut retrouver sur certains smartphones et même certains iPads. Alors je me suis intéressé au sujet et j'ai décidé d'appeler Pierre-Yves Maître de la société DxOMark, qui est Product Owner et Image Quality Expertise. La société DxOMark, elle est spécialisée dans le test produit et particulièrement les tests d'appareils photo, d'optique et de smartphone. Et j'ai demandé à Pierre-Yves qui nous explique un peu ce cas de spécial, ce format Apple Pro RAW, et ce qu'il en pense. On l'écoute. Alors, oui, le format Apple Pro RAW, ça offre une option qui est assez intéressante. Il va fournir une alternative qui est un petit peu hybride. Il va sortir un fichier qui est au format DNG, donc c'est un format RAW, qui est d'ailleurs assez standard proposé par Adobe. Mais il va donc embarquer une très grande quantité d'informations. C'est même un peu plus lourd qu'un fichier DNG sorti par une application tierce, parce que justement, il va inclure des données de capture qui exploitent les technologies de fusion d'images justement de l'iPhone. Donc, par exemple, le Smart HDR3, le Diffusion, certaines fois le Night Mode, et même des informations de segmentation de l'image. Donc, il va vraiment embarquer énormément de données, en plus des données brutes du capteur, même des données de tone mapping qu'ils vont utiliser pour sortir, eux, le JPEG. Donc, ils sont assez transparents. Et ça embarque énormément d'informations sur une image qui n'est pas vraiment un vrai RAW, c'est plutôt une image qui est juste après le demo cycling, qui a déjà l'information de couleur RGB pour chaque pixel, mais qui a vraiment la dynamique, donc les 12 bits, qui comprennent énormément d'informations et qui donnent beaucoup de latitude pour le réglage. Il y a quand même une petite absence qu'on peut noter parmi toutes les métadonnées qui fournissent. On n'a pas d'information, par exemple, de la carte de profondeur, ce qu'on appelle la depth-map, qui est utilisée pour faire les images simulées en mode portrait avec du flou d'arrière-plan. Les résultats, après quelques tests rapides, sont plutôt intéressants et encourageants. Le Pro RAW, on peut vraiment se rapprocher des résultats qu'ils obtiennent avec le HEIC, avec leur techno de fusion, mais avec beaucoup plus de liberté dans l'édit, que ce soit au niveau de l'exposition, du contraste, de la balance des blancs. Alors Jean-Marc, est-ce que dans le futur, on verra apparaître des fichiers RAW avec suffisamment d'informations pour pouvoir venir modifier la profondeur de champ de l'image ? Tout ce dont on parle là, côté smartphone, ce sont des mesures qui viennent compenser la petitesse des pixels, qui font que le signal
le signal est bouleversé par le bruit intrinsèquement dans le capteur et que derrière, on va se retrouver avec un smartphone qui va venir talonner, des équipements qui auraient des plus gros pixels. Donc imaginez, je rebondis sur ce que tu disais au début, la news, Nikon est en train de travailler sur un capteur à 1000 images secondes. Imaginez que, de la même manière que le smartphone aujourd'hui va prendre 240 images à la seconde au moment où vous prenez une photo, en fait, vous pensez appuyer sur un instant, mais vous êtes juste en train d'arrêter un buffer tournant. Donc effectivement, il y a une dizaine d'images autour de ce que vous avez, voulu saisir et qui vont permettre ensuite d'avoir, de la temporal noise reduction, enfin tout un tas d'algorithmes qui vont permettre de reconstituer une meilleure information grâce à cette, multitude, enfin en tout cas cette dizaine d'images autour de l'instant. Imaginez qu'on soit capable de faire la même chose avec un plein format, Mais avec oui! gros pixels, avec des pixels qui ont déjà très peu de, bruit, à l'intérieur. Et bien, si on est capable de produire exactement la même chose avec un capteur peut-être à 1000 images secondes, on va obtenir des résultats stratosphériques en termes de montée dans les ISO. Et là, faut pas pousser les ISO. Bah si, pousser les ISO. On va pouvoir changer le nom de cette émission, qui est formidable par ailleurs, mais c'est bel Attends, et bien elle ce qu'on est démarre, capable de faire. s'il te plaît. Et l'idée, c'est aussi ce qu'évoquait Laurent Katz tout à l'heure, c'est la restauration, la résurrection de vieilles images. C'est-à-dire des images sur lesquelles vous avez à l'époque des limitations parce que vous saviez que au-delà de 2500 ISO, c'était foutu. Désormais, vous n'aurez plus du tout ce type de limitation-là. Donc, l'avenir va aussi passer par cette capacité à avoir des RAW. Alors, Volker l'a évoqué tout à l'heure. Nous, on a appelé ça Super RAW à l'époque de la DxO1, mais c'est un petit peu ce qu'on avait commencé à faire. Donc, le Super RAW, c'était 4 fichiers RAW à la queue leu-leu. On n'allait pas à 1000 images à la seconde, donc on n'avait pas cette possibilité. Et donc, on allait être capable de faire de la temporal noise reduction et d'aller au-delà de ce que permettait le RAW. Et c'est ce qu'il y aura sans doute sur d'autres équipements à l'avenir. Et là, les gars, on parle énormément de RAW, hein, c'est la thématique de l'émission, mais est-ce que finalement, il faut bannir le JPEG pour de bon? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des cas où il faut conserver le JPEG Qu'est-ce que t'en penses, Volker? Non, je ne pense pas, parce qu'en fait, je donne aussi des cours photo et je m'aperçois qu'il y a quand même pas mal de gens, justement, qui ne veulent pas s'embêter avec le traitement d'image, qui aiment effectivement faire des images telles quelles et les exploiter tout de suite. Et cette possibilité, malheureusement, avec le RAW, on l'a pas. Donc, il faut effectivement ajouter quelques minutes, voire des heures de traitement, en fait, lorsqu'on revient d'un reportage. Et cela complique un peu les choses. Et ça nécessite effectivement aussi l'apprentissage d'un logiciel, ce que ne veulent pas faire, en fait, tout un tas de personnes. Donc, effectivement, le JPEG, il garde quand même son potentiel, ou plutôt sa qualité, en fait, du format instantané qu'on peut utiliser, en fait, tel quel, qu'on peut exploiter, en fait, instantanément. Et il faut aussi savoir que finalement, en fait, au fil des années, les fabricants d'appareils photo ont aussi fait d'énormes progrès justement en traitement d'image, notamment sur le bruit, sur la netteté, même sur les couleurs. Donc on obtient aujourd'hui, en fait, avec les appareils modernes, des fichiers qui n'ont absolument plus rien à envier au RAW, pour peu qu'on pousse le RAW, en fait, dans les derniers retranchements et qu'on travaille dans des conditions très très difficiles, notamment en basse lumière. Oui, d'ailleurs, on peut aussi faire les deux, hein. On peut enregistrer du RAW plus JPEG de toute façon. Oui, tout à fait. On peut utiliser les deux, en fait, au besoin. Mais ça, c'est une solution, en fait, que je ne conseille qu'aux débutants. Parce que finalement, pour un professionnel, ça complique quand même la gestion d'image derrière, notamment l'archivage. Et finalement, quand on a les deux, on s'aperçoit, quand on veut traiter l'image, de toute façon, on va toujours partir du RAW. Et on va s'apercevoir, en fait, plus on devient exigeant, plus on va rejeter le JPEG, en fait, qu'on fait en doublant. Et de toute façon, on finira de le supprimer, en fait, après, une fois les images transférées sur l'ordinateur. Oui, alors le JPEG, il est capital, notamment pour les gens qui ont des clients et qui doivent être capables de soumettre rapidement
une preview de ce qu'ils ont shooté. Le RAW s'est amélioré évidemment avec le temps, donc vous le savez qu'à l'intérieur d'un fichier RAW, il existe un JPEG. Il existe un JPEG qu'on appelle screennail et un thumbnail. Donc le thumbnail, c'est la petite icône. Et un screennail, c'est simplement un JPEG qui va être de faible résolution, de résolution 2K, grosso modo, maximum. Aujourd'hui, quand vous utilisez un boîtier Sony de dernière génération à 60 millions de pixels, vous avez un screennail qui ne fait que 2 mégapixels. Donc c'est aussi un problème d'ailleurs, puisque vous ne pouvez pas voir exactement la résolution que vous avez voulu gratter grâce à une optique ultra piquée. Et ben, en fait, vous ne le voyez pas sur ce screennail. Mais en tout cas, vous pouvez partager le screennail avec, avec des clients via des moyens de connexion over the air, donc le Wi-Fi, la 4G, etc. Vous allez pouvoir transmettre des fichiers, les faire checker, vérifier par votre client, et ensuite aller traiter cet énorme fichier de 60 millions de pixels en RAW uniquement à bon escient. Vous n'allez pas vous amuser à traiter tous les fichiers de 60 millions de pixels, surtout si vous rafalez et que vous vous retrouvez avec à chaque fois une dizaine d'images pour une seule information. Et cela dit, tu parles de partage, oui, ça vaut aussi pour le grand public. Hein. Tout ce qui est partage sur les réseaux sociaux, sur les applications, il vaut quand même mieux utiliser un JPEG. Hein. Tout à fait, tout à fait. Bon, bah écoutez, messieurs, on va conclure là-dessus. C'est évidemment un sujet passionnant, on pourrait en parler pendant des heures. Ce qu'il faut se souvenir, donc, c'est que voilà, le format RAW permet d'une certaine façon de tirer le maximum, le maximum du potentiel de votre appareil photo, que c'est un fichier, l'utilisation de ce format en traite un certain nombre de contraintes, nécessite une étape supplémentaire dans le process de l'image qui s'appelle le développement qui est fait par un logiciel, alors qui est soit le logiciel qui vous est fourni avec votre appareil photo, soit un logiciel tierce comme Adobe, DxO ou Capture One par exemple, qu'on a énormément d'améliorations dans les algorithmes de développement RAW qui permettent vraiment d'amplifier la qualité d'image qu'il est possible de faire avec ces appareils photo, et que l'avenir nous permettra peut-être un jour d'aller encore plus loin dans cette démarche-là et d'inclure dans un fichier RAW une quantité stratosphérique d'informations, d'images qui ont été prises avant, d'images qui ont été prises après, à différents temps de pause, à différentes ouvertures, et qu'on pourra au moment du développement RAW vraiment modeler comme on veut à la demande et a posteriori son image. On passe maintenant à la nouvelle rubrique questions-réponses. Alors c'est la première fois qu'on fait cette nouvelle rubrique. Elle va revenir toutes les semaines. Donc sur Instagram, vous pouvez nous poser des questions, soit en message privé, soit via nos stories. On a reçu pas mal de questions sur l'euro pendant le week-end. Alors la première question, elle est pour toi, Volker. Elle nous vient de Philou de Vauvert qui se demande pourquoi en RAW on peut modifier à volonté le réglage de balance des blancs. Alors, ça c'est une bonne question. Effectivement, c'est aussi le paramètre le plus important dans le traitement RAW. Justement, la balance des blancs, en fait, dans un fichier RAW, elle est simplement enregistrée en métadonnées et elle est donc modifiable à souhait, en fait, ad infinitum. On peut vraiment intervenir dessus comme on veut. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la balance de blanc, en fait, elle est liée aussi à la reproduction des couleurs, à la restitution des couleurs. Et cette restitution des couleurs, elle n'est pas arrêtée dans un traitement RAW parce qu'elle va effectivement effectuer après dans le logiciel, et on pourra donc intervenir non seulement sur la balance de blanc ultérieurement, mais on pourra également modifier en fait le profil couleur et donc modifier la restitution des couleurs du fichier. Alors ce qui est très important en fait lorsqu'on fait du JPEG, il faut vraiment être très très sûr de son réglage de balance de blanc, parce que si jamais on doit revenir sur ce réglage, on va effectivement perdre des informations, puisque le fichier JPEG en fait est un fichier développé. Les informations de couleur sont déjà arrêtées, sont finies en fait, sont dans leur forme finale, et donc une intervention, un réglage de la balance de blanc va modifier les couleurs et va même introduire en fait des bascules, notamment dans les séparés dans les autres des basses lumières. Donc on va se retrouver effectivement avec des artefacts
avec des couleurs qui seront pas tout à fait naturelles. Merci Volker. Seconde question pour toi Jean-Marc, qui nous vient de Slomo_FR. Alors chez Canon, il y a le RAW et le CRAW. Est-ce qu'il est vraiment possible de compresser un RAW ? Alors oui, parce que le RAW, en fait, ce qui n'est pas compressible, ce serait peut-être mieux, j'en sais rien d'ailleurs, c'est l'information analogique initiale. Lorsque vous avez un RAW, elle est passée par le fameux convertisseur dont parlait Volker au début. Donc on a pris une quantité, on l'a quantifiée, on l'a fait rentrer dans 14 bits. C'est-à-dire en fait dans 16, mais ça prend la place de 14. 14 ou 12, parfois moins. Pierre-Yves disait tout à l'heure que dans les smartphones, c'était même 10. Et le fait est que cette information étant numérique, par définition, on a la possibilité d'y appliquer des algorithmes qui vont permettre de compresser, c'est-à-dire de faire rentrer ce schéma de 14 bits à l'intérieur de 16 dans un peu moins de bits. Donc parce qu'il y en a 2 à la queue leu qui sont les mêmes, et bien plutôt où il y en a 3, où il y en a 4, où il y en a 12, et bien dans ces cas-là, on va dire c'est 12 fois 1. Au lieu de donner toute la séquence 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 12 fois. Donc, il y a des algorithmes qui peuvent compresser ces informations-là de sorte que le fichier est légèrement plus petit. Et c'est pour ça que vous avez dans les boîtiers, certains boîtiers, effectivement, du RAW qui va être 14 natif au niveau de la quantification et de la mesure, mais qui va être restitué en 12. Ça veut dire que sur 3 octets, vous allez mettre l'équivalent de 3 informations pixels, puisque vous avez 24 bits au total. Donc tout ça fait que vous allez être... s'il fallait faire la même chose avec 14, ça aurait pris plus que 3 octets. Voilà. Ok, merci Jean-Marc. Prochaine question pour toi, Benjamin, qui nous vient de @ulysse1965. Comment forcer les photographes amateurs qui ne jurent que par le JPEG de passer au RAW ? À forcer, alors c'est un bien grand mot. Alors, il avait mis des guillemets sur forcer. Alors je dirais l'essayer, c'est l'adopter. Bon, nous, ça fait des années, Volker, tu le sais, on te confie suffisamment de dossiers sur le sujet pour ça que dans le magazine, on milite pour l'utilisation du format RAW. Pourquoi ? Parce que finalement, ça permet de se concentrer sur l'essentiel quand on a l'œil dans le viseur. Voilà, on va plus se concentrer sur le cadrage, sur la composition. On va laisser tomber les réglages de balance des blancs, notamment, ou de correction d'exposition, avec plein de pondérations en fonction de la scène photographie. Il suffit aussi de comparer finalement un fichier JPEG obtenu avec le résultat qu'on obtiendrait via un dématriceur. Donc, on a parlé de d'E-Prime de Photolab 4 et pour se rendre compte de la quantité d'informations, de détails qu'on peut récupérer dans des zones sombres, des zones claires. Donc finalement, il est assez facile, je pense, de convaincre quelqu'un de passer au RAW, avec la grosse nuance, et je peux en parler puisque je fais cela, je suis concerné, il y a des appareils avec lesquels je conseille de photographier en JPEG, notamment les Fujifilm et les capteurs X-Trans. Perso, je possède un X100F. Je ne fais que du JPEG avec cet appareil, mais c'est une exception. Merci Benjamin. Bon voilà, on arrive au terme de cette émission. Je vais vous remercier déjà, Jean-Marc et Volker, d'avoir partagé avec nous votre savoir et d'avoir participé à cette émission. Volker, quelle est ton actualité en ce moment ? Tu as un livre dans les bacs, si je puis dire ? Alors, actuellement, oui, je suis en train mais ça c'est juste une mise à jour en fait d'un livre que j'avais écrit sur l'exposition à l'époque, qui va sortir en fait dans quelques mois, je ne sais pas dans quel mois exactement, dans une deuxième édition. Donc il y aura effectivement à rajouter, à modifier tout un tas de choses, notamment sur le format RAW et sur l'évolution des logiciels, et également peut-être aussi sur la façon, sur l'exposition. En fait, ça c'est un chapitre intéressant en fait pour le RAW aussi, parce qu'on a un traitement différent selon qu'on fait du JPEG ou du RAW. En fait, il faut exposer différemment. Donc là, en fait, je vais actualiser l'ouvrage pour qu'il soit à jour et éventuellement augmenter en fait de nouvelles informations. Donc ça c'est voilà, ça c'est mon actualité. Je sors juste une petite période Covid en fait, on va dire, qui m'a un peu mis à plat.
Et sinon, tout va bien. En fait, j'ai des traductions en vue et j'espère aussi qu'avec le monde de la photo, il y aura bientôt de nouveaux dossiers à traiter. Merci Volker d'avoir été avec nous, c'était un véritable plaisir. Merci beaucoup à toi aussi et à Jean-Marc et bien sûr à Benjamin. Jean-Marc, what is the actuality of DxO? L'actualité, c'est que on s'occupe de Voro. Et on va s'occuper de Voro. Relax, encore on plus. s'occupe de Voro. Et y compris ceux d'entre nous et d'entre vous qui disaient il y a quelques minutes je recommande avec tel appareil de shooter en JPEG. Il y aura peut-être du changement bientôt. Ah ah, Oh, oh. spoiler Avec alert. de nouvelles recommandations. Intéressant. Et voilà comment Faut pas pousser les Oh, ISO yeah. se retrouve sur Photorumors. Benjamin, c'est quoi l'actualité du monde de la photo? Bien, l'actualité pour un mensuel, elle se passe en kiosque avec notre numéro 133 actuellement et donc un test en long en large de Photolab 4, dernière mouture du logiciel de DxO et notamment un énorme focus. On a pu entendre Laurent dans sa capsule en parler sur D-Prime. Donc si vous cherchez à atténuer, éradiquer le bruit sur vos images, jetez un œil. Et puis sinon, on a aussi un hors-série consacré à la photo de reportage avec un gros focus sur ce qui s'est passé chez nos amis de l'autre côté de l'Atlantique ces derniers mois. Super, bah écoute, je te remercie beaucoup. La semaine prochaine, nous aborderons un tout autre sujet autour de la pratique de la photo, mais aussi de la vidéo. C'est la notion de droit d'auteur et de droit à l'image. Les droits des photographes et vidéastes donc, mais aussi les droits des sujets photographiés. Nous aurons le plaisir de recevoir la photographe et avocat Joël Verbruge. Merci à tous de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes, comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.